Bonjour Jean-Louis, Salut Nico. bienvenue sur Comptoirie, je suis ravi de te recevoir. Moi aussi, je suis ravi d'être ici. Alors écoute Jean-Louis, j'avais très envie de faire cet épisode parce qu'on l'a préparé un tout petit peu et tu m'as épaté. Jean-Louis, toi tu es le fondateur, le cofondateur avec Jonathan Soto de Gladia. Et donc tu es ex-head de la data, de l'AI et du quantique chez OVH. Euh, c'est un épisode qui va être passionnant. Donc on va travailler, on va discuter un petit peu de tous ces sujets et tu nous parleras aussi un petit peu de Gladia. Alors tout d'abord, Jean-Louis, ma première question, c'est qu'est-ce qui se passe en ce moment dans l'AI générative et qu'est-ce qui fait que toi tu montes en ce moment une boîte dans ce secteur en venant de VH? Je pense sur l'IA générative ou l'IA en règle générale, mais l'IA générative, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est un gars de chez Microsoft qui me disait ça hier, ça tire à balles réelles en ce moment. Très bien. Euh, Entre OpenAI qui s'est fait racheter par Microsoft, même si les choses sont dites autrement, mais c'est ce qui s'est passé, qui absorbe la totalité de la R&D de chez Microsoft. Exactement, j'ai Euh, vu 59 chercheurs. Ah oui, la R&D de Microsoft et les chercheurs Google et Meta, quoi. ouais, mais même au sein de Microsoft, ce qui se passe, c'est que la R&D est en train de se faire inspirer. Donc, Ok. ça, c'est un truc de fou. Le CTO est en train de changer côté. Enfin, il y a des changements côté Microsoft à droite à gauche. C'est en train de, ouais, c'est en train de partir que les gros GAFAM accélèrent fortement. Il y a Google qui a mis en place Bard pour contrer Ouais. l'intégration de ChatGPT dans Bing. On voit que Facebook réagit en sortant son propre modèle aussi. Ouais. Euh, Là, ça part, je ne vais pas dire dans tous les sens, on sent une accélération qui est forte. Et déjà, depuis les 3 dernières années, ça allait déjà très, très vite. Moi, je suis dans le domaine depuis un bout de temps et je trouvais que ça allait très vite. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que les GAFAM ont. En général, c'était plutôt drivé par les startups. Et là, les GAFAM Ouais. ont senti qu'ils perdaient pied, entre guillemets, sur l'attraction marché. Et ils ont mis un gros coup, un gros coup de collier. Et là, ça commence voilà, sortir la génération d'images, génération vocale, transcription audio, le texte-to-texte, enfin donc tout ce qui va être chatbot, etc. On sent que c'est une accélération qui est hyper forte. Et, euh, et en fait, ça, c'est issu d'un ce qu'on Mhm. appelle un breakthrough en anglais, donc je sais pas comment est-ce qu'on dit en français, une percée, voilà, une percée Trouvaille, dans la une personne. recherche, ouais, Ouais. qui s'appelle les Transformers il y a à peu près 3-4 ans Mhm. et qui a complètement, euh, désolé, j'utilise des mots anglais, des unlock le space de Bien l'IA sûr. et en particulier de l'IA générative avec ce qu'on appelle des modèles autorégressifs. Bon, Mhm. pour faire simple, c'est des modèles qui sont capables de, je vais pas dire imaginer, mais qui sont capables de générer de la donnée à Ouais. partir d'une donnée d'entrée, ce que les modèles avaient beaucoup plus de mal à faire jusque-là. Donc cette Mhm. génération de modèles s'appelle GPT. Si tu le dis en français, c'est Générated GPT. Protein, GPT. Très bien. Ouais, si tu le dis en français, GPT, c'est moins sexy. Mhm. mais donc GPT, mais c'est Generative Pre-trained Transformers. Donc c'est la technologie des transformers. Et donc du coup, c'est ça qui a un peu généré tout ça. À partir de là, on a commencé à avoir beaucoup de la normalisation de la génération de texte. On a Mhm. enchaîné avec l'image. Jusqu'alors, c'était des modèles qui étaient beaucoup plus lourds. Ça s'appelait les Stalgan. C'était vraiment des modèles qui étaient beaucoup plus lourds à mettre en place. Là, c'est devenu Mhm. une forme de commodité, ces modèles-là. Et ça s'est réparti du texte, c'est parti vers l'audio, c'est parti vers l'image. Là, ça part dans tous les sens. Mais alors, Ça tire à balles réelles. ça tire à balles réelles, exactement. Mais alors, j'ai une question là-dessus, Jean-Louis. J'aimerais bien que tu m'expliques. Mais comment est-ce qu'on est. Donc, le transformer, oui. Ensuite, on comprend je comprends très bien les implications sur le texte. Mais qu'est-ce qui fait qu'ensuite, on arrive sur les autres médiums, sur la voix, sur l'image euh, Ouais, Comment est-ce que tout ça est lié? Qu'est-ce qui fait que le transformer et au début, par exemple, juste le chat GPT, le texte, fait qu'en même temps, de manière simultanée, on va avoir des révolutions en images, en voix. Est-ce que tu peux m'expliquer le pont? ouais, bien sûr.
Ce qu'il faut s'imaginer, c'est que la beauté des transformers, Mhm, c'est la capacité à généraliser très fort. En fait, si mhm. je devais faire pour un peu ouais, plus des néophytes, entre guillemets, qui sont pas très à fond dans les papiers de recherche, mais il faut s'imaginer que c'est quand une donnée rentre, que ce soit du texte, de l'image, du son, on va se mettre que c'est un petit bonhomme qui rentre, et le Mhm. petit bonhomme va sauter dans une énorme matrice, dans un énorme tableau qui est absolument monstrueux. C'est pour ça qu'on parle de milliards de paramètres, c'est pour ça qu'il y a plein de fantasmes sur le nombre de milliards de paramètres de GPT Ouais. 3.5, GPT 4. En fait, plus le nombre de paramètres est grand, plus la matrice dans laquelle vous rentrez, un peu comme dans le film Matrix, elle Ouais. est grande. Et donc c'est un petit bonhomme. Et le petit bonhomme, ce qu'il va avoir, c'est qu'il va avoir des chemins qui sont plus ou moins gros, donc c'est des probabilités Mhm. statistiques, pour aller vers un autre tableau, qui est en fait le même tableau, mais qui te donne le mot suivant ou l'élément suivant. Il te Ok. dit, bah là, il y a une plus grande probabilité d'aller vers ce bout de mot-là, ou ce bout d'image-là, etc. Et en fait, les transformers ont permis de faire ça. Et comme je vais de matrice en matrice, qui sont toujours les mêmes grosses matrices, je garde la totalité de l'information tout au long de la chaîne. Ça, Ouais. c'est hyper important de comprendre. En fait, c'est comme si vous aviez un miroir. Tu sautes dans un miroir devant toi qui te ramène à ton point de départ, mais tu n'as jamais oublié d'où tu viens. Et donc, tu as, Hmm. une forme de séquençage où tu te souviens de la totalité de ce que tu as vu avant, et tu as la chaîne de probabilité complète. Et ça, c'est possible parce que l'infrastructure le permet. Aujourd'hui, les GPU sont hyper puissants. On a beaucoup de données qui nous ont permis de construire ces énormes tableaux. Bien sûr. Et avant, ce que tu avais des modèles qui étaient, si je prends par exemple sur le texte et la voix, tu avais des modèles qui étaient des modèles qui avaient une très faible mémoire. Tu commençais ta Ouais. phrase, ta reconnaissance de phrase, de la classification, peu importe, ou de la reconnaissance vocale, tu commençais, et à partir de quelques bouts de mots, ben, l'infrastructure te permettait pas, ou le modèle te permettait pas d'être suffisamment fort en mémoire, entre guillemets, pour se souvenir du début de la phrase. Donc il oubliait. Ça s'appelle LSTM, Long Short Term Memory. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que on oublie une partie de l'info, puis on en garde une partie, puis au fur et à mesure du temps, on arrive à conserver des éléments et à comprendre le sens. Mais du coup, on n'a pas On la était en chaîne complète de mémoire, l'information. on était en mémoire goldfish, poisson rouge, et on arrive en long term memory, quoi, c'est ça. Ben oui, c'est ça. On était en poisson rouge, exactement. C'est que tu fais un tour de bocal et puis tu as conservé ce que tu devais conserver, mais tu te souviens que tu as mangé, mais tu te souviens pas que tu es passé par là. Tu conserves des éléments essentiels avec des poids et tout ça, mais tu conserves pas la chaîne totale. Et ce qui fait que parfois, tu avais des. Et d'ailleurs, c'est encore le cas sur les transcriptions. Parfois, tu as des trucs un peu incohérents. Tu regardes Siri, parfois, il te met des mots, tu dis ça par rapport avec le sens de la phrase. Les Hmm. nouveaux modèles aujourd'hui ont énormément de sens parce qu'ils ont ce qu'on appelle le contexte complet qui passe dedans. Et donc, c'est ça qui fait que la gestion du contexte D'accord. complet a fait que ça a complètement créé une révolution sur le générative, du coup. D'accord, et j'ai bien compris, parce que tu as fait cette distinction sur faire rentrer, utiliser le transformer sur un texte ou un élément, donc un élément qui peut être une image, en fait, de la même manière, Ça ou peut être une de la image, ça peut voix, être la enfin, en voix. fait. Ouais, ouais, tu as de la reconnaissance. En fait, tu t'en fiches. C'est des nombres à la fin. Ouais. Que ce soit du texte, de la voix, une image ou un prompt ou ce que tu veux. En fait, tout ça, c'est transformé en nombres. Et les nombres, on appelle ça des tokens. C'est pour ça que si les gens s'intéressent un peu au generative AI, ils t'entendent parler de tokens, Bien et sûr. tu payes per token. Mais c'est quoi un token? C'est vraiment compliqué à expliquer ce concept-là, mais c'est moi, je dirais, c'est un bout élémentaire, un élément élémentaire de l'objet que tu rentres. Donc si c'est un Hmm. mot, peut-être c'est des bouts de syllabes, tu vois, ou Oui, c'est oui, des oui. tranches de mots. Donc, en fait, ces tokens-là, c'est quoi? C'est juste un indice, un index, un numéro, qui est un numéro qui lui-même est dans la grande, grande, grande matrice dont je parlais avant, et qui du coup te permet de te positionner au bon endroit le petit bonhomme par rapport à son indicatif ou la composition de ses indicatifs qu'il a en entrée, donc par rapport au token d'entrée. Ça va le positionner, il va faire son premier saut dans la matrice au bon endroit, et après il va commencer sa boucle où il est en face du miroir, il replonge dans le miroir, qu'il ramène au même endroit, qu'il replonge, qu'il replonge, qu'il replonge, avec des routes qui t'emmènent dans le miroir qui sont plus ou moins grosses par rapport aux probabilités. Et Hmm. ça t'amène à la fin à avoir généré un texte à partir d'un prompt. Et le prompt étant D'accord. expliquer les tokens, ou ça Et peut être donc, du texte, de l'audio, peu importe. et tout à fait, et la numérotation, donc hyper importante, apportée par le transformer. Et je crois que c'est justement une des clés du papier, du paper. Attention is all you need, en fait, cette Ouais, c'est ça, numérotation. c'est ce qu'on appelle des tokens, et c'est des recherches clés-valeurs au final, c'est globalement ça. Et donc, c'est Génial. ça qui a été très, très optimisé et qui a été très, très poussé par les transformers et par le mécanisme, ce qu'on appelle d'attention. Ouais, exactement comme tu dis, comme tu Génial. décris.
Alors, merci beaucoup pour cette explication, Jean-Louis, parce J'ai que essayé en de tout faire cas, simple, hein, mais c'est non, non, mais moi, écoute, j'ai déjà fait plusieurs dizaines d'heures de vidéos sur YouTube et j'avais pas tout compris, donc c'est super intéressant. Alors, et je me permets de faire un petit saut en arrière, Jean-Louis, parce que euh, quand on a préparé l'épisode, tu m'as dit que toi, tu avais fait une formation plutôt sur l'IA symbolique. ouais. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer, donc, avant les transformers, donc, la différence entre l'IA symbolique et le machine learning? Ouais, en fait, c'est le nouveau nom, il y a un symbolique, ça fait cool, mais à l'époque, on appelait ça des systèmes experts. Avant, on était même des statistiques. En fait, ça change de nom pour rendre ça plus cool, mais globalement, c'est si tu prends la définition de l'intelligence artificielle, je ne l'ai pas exactement sous les yeux, mais bon, on va dire globalement, c'est imiter un humain, imiter un comportement humain. Bon, bah, l'informatique passe sa vie à faire ça. On passe notre vie à vivre par rapport à ça. Donc maintenant, la question, c'est à quel point le système il est intelligent et autonome, et puis après, on parlera d'AGI, Mhm. qui est un peu le point Godwin des conversations quand tu fais de l'IA. Ouais. Mais si tu démarres là-dedans, bah, la première façon d'imiter un humain, donc de faire une intelligence humaine artificielle, bah, c'est de faire des moteurs de règles, des moteurs de conditions, qui parfois sont alimentés par des systèmes statistiques, genre chaîne de Markov, des trucs comme ça, mais globalement, c'est un peu des moteurs de règles avec de la statistique qui vient se mettre dedans. Mhm. Donc ça, c'est les premières formes. Et si tu prends un des premiers exemples qui était ensuite à l'origine de de la première révolution de l'IA, qui sont les réseaux de neurones, en fait, c'était la lecture des numéros ou des noms sur les chèques postaux. Ouais. Enfin, alors, soit les lettres postales, soit la lecture des chèques pour les banques automatiques. Comment tu fais la reconnaissance de caractère? En plus, c'est un domaine qui est super compliqué parce que toutes les écritures, en particulier la mienne, sont pas toutes propres. Mais tu as ce truc-là. Et tu as deux manières de le faire. Maintenant, aujourd'hui, on regarde ça avec les réseaux de neurones, mais à l'époque, ils regardaient ça avec des probabilités de retrouver cette courbe-là, avec quelle fonction mathématique tu décris un L ou un 0 ou un 1, et qu'est-ce qui s'en rapproche le plus quand tu regardes une image et que tu compares les éclairages de pixels, les niveaux de pixels, etc. Donc ça, c'est vraiment des moteurs de règles avec plein de if, avec des formules, Des de systèmes de règles, courbures. ouais, tout à C'est fait. systèmes de règles Ok. avec de la mathématique, hein, des courbures, des choses comme ça, mais ça reste des systèmes de règles. Okay, et maintenant, quand tu es arrivé à la deuxième façon de faire, était beaucoup plus généraliste et c'est super intéressante. La manière dont je le décris, c'est moi j'explique tu vois, j'ai 3 enfants. C'est la manière dont tu gères les boîtes de jouets avec tes enfants, où tu sais, tu as une forme d'étoile, une forme de lune, une forme de carré. Je sais que tu as des enfants, Bien sûr. mais Deux. on les entend parfois derrière. Et tu vois, ça, c'est un jeu que tout le monde connaît. Et les réseaux de neurones, c'est exactement ça. C'est que tu vas prendre des formes élémentaires, une lune, un rond, un carré, tu vas le glisser sur le petit tableau jusqu'à ce que la lune elle tombe dans le trou de la lune, jusqu'à ce que le rond il tombe dans le trou du rond, jusqu'à ce que le carré tombe dans le trou du carré. Et quand tu passes un 0, admettons, un 1, un 4, un 5 en écriture manuscrite, bah tes formes élémentaires, c'est une courbure inclinée de 30 degrés, une autre horizontale, une autre verticale, etc. Et toi, tu passes ton chiffre, et à chaque fois que ça tombe dans un trou, qui a une forme élémentaire, un peu comme le spectre de Batman là, qui se baladerait dans le ciel, tu scannes, et bam, ça tombe dans le trou, et tu comptes plus 1. Ok. Et tu mets Ok. ça dans une matrice. Tu dis, j'ai fait un plus 1, j'ai compté 2 fois cette courbure-là, j'ai compté 3 fois cette horizontale-là, 5 fois ce vertical-là, etc. Et tu as un tableau, un index, où tu as compté le nombre d'items. Et après, quand tu viens avec une nouvelle image Ouais. que tu dois reconnaître, bah, tu la repasses dans les mêmes filtres, et donc ça va retomber dans les trous, et ça va compter le nombre de correspondances qu'il y a eu dans chaque trou. Tu regardes dans ton tableau de correspondance, tu regardes le truc le plus proche, et tu dis, bah, c'était un 4. Donc, tu n'es plus avec un moteur de règles. Tu construis une matrice, tu construis un gros bloc matriciel où tu peux lui rentrer n'importe quel objet, parce qu'au final, les filtres, c'est à toi de les définir, mais tu peux mettre un chat, un chien, un oiseau, ça ne change rien. Le système, il est adaptatif par rapport à ce que tu as mis. Tu n'écris plus des courbures qui sont spécifiques à des lettres ou des numéros. Donc là, on passe de moteur de règles à un système mathématique avec les représentations statistiques qu'on appelle maintenant le deep learning. Ouais. Et dans le champ du machine learning qui est plus général, il y a le deep learning dedans. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres représentations mathématiques dans le champ du machine learning, dont le deep learning fait partie. Tu as plein d'autres choses comme qui s'appelle le XGBoost. Tu as 50 algorithmes, des arbres de décision, tu as pondéré, tu as 1000 trucs, des systèmes autorégressifs, etc.
Et donc, en fait, il y a eu c'est un peu ce micmac de tous ces systèmes. Et ensuite, tu as deux champs de bataille. Tu as un peu les symbolistes contre les connexionnistes. Donc, connexionnistes étant les gens qui sont plutôt réseau neurones et symbolistes, ceux qui sont plutôt moteurs de règles. Ça se met dessus. Gary Marcus d'un côté, Yann Lequin de l'autre, et puis ça se tape, etc. La réalité, on le voit avec ChatGPT. C'est là que j'en vais arriver à ChatGPT qui s'approche de ce qu'on pourrait appeler une AGI, une intelligence artificielle générale, parce que c'est quand même le truc qui se comporte le plus comme un humain. Tu m'as posé la question du test de Turing, on en reparlera tout à l'heure. Ça commence à y ressembler beaucoup. Ça passe, c'est capable de passer le barreau aux États-Unis. Voilà, il y a quelques trucs qui ont été capables de faire quelque chose, des activités qu'on été capable de faire ChatGPT qui sont très proches de l'humain. Mais pourquoi il est capable de faire ça? C'est parce que tu commences avec un prompt, donc une question. En fonction de la question, il comprend le concept, il met un moteur de règles, et en fonction du moteur de règles, il va te mettre le modèle qui convient le mieux à ce que tu cherches à faire. C'est pas le même modèle qui fait, par exemple, si je dis fais-moi un snippet de code Python pour faire ABCD, c'est pas le même modèle qui travaille derrière que si je lui demande de me faire un résumé de texte sur des lois, par exemple. Et puis même quand ton chat GPT il va générer du code, souvent ce qui va se passer, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais il y a des modèles qui s'appellent Codex ou des choses comme ça, qui sont spécialisés sur la génération de code. Il va t'en générer 10, par exemple, versions, et dans les 10 versions, il va regarder si les 10 codes compilent. Donc, tu as un autre moteur de règles qui vient derrière, qui te fait la compilation, qui regarde if ça compile, else no, où est-ce que ça casse, est-ce que tu peux régénérer une autre version de ce code-là parce que ça casse à tel endroit, est-ce que tu peux réajuster. Donc, en fait, tu as toujours des moteurs de règles qui viennent. Et en fait, la meilleure IA, c'est une IA hybride qui est un mélange de moteurs de règles et de symbolique et de connexionniste, finalement. Ouais. Ah d'accord, de l'hybride. Oui, c'est hybride, bien sûr. Mais comme dans tous les systèmes, comme en ingénierie, c'est pas blanc, c'est pas noir, c'est toujours gris. Il y a un peu de... Alors, je comprends l'intérêt de l'hybride, mais alors est-ce que le côté probabiliste de ChatGPT vient de là, justement, et est-ce que c'est quelque chose qui peut être corrigé en apportant de la symbolique? Mais en fait, ça dépend ce que tu veux faire. C'est drôle parce que nous, on a un système qu'on appelle Smart Cache chez Gladia, qui permet de gérer ça. Donc, c'est un truc qui s'appelle l'entropie. L'entropie, quand tu fais des modèles génératifs, c'est à quel point tu rajoutes du bazar ou tu rajoutes un peu de bruit dans ton système pour qu'il soit imaginatif. Parce que si tu mets un système imaginatif, IA génératif, mais qui est déterministe, à chaque prompt, il te ressort la même chose. Donc, tu vas en général ajouter ce qu'on appelle un seed, une variable racine qui va te faire redémarrer au même endroit. Mais ce que tu voudrais dans l'idéal, quand un texte, tu lui poses plusieurs fois la question, tu n'aimerais pas qu'il te retourne toujours la même chose si tu veux faire de l'IA générative. Mais à d'autres moments, tu voudrais que le système soit déterministe. Je te donne un exemple. Si tu me dis quelle est la réponse à la question au calcul 48 plus 3, tu veux que ce soit 51 tout le temps, tu veux pas trop qu'il imagine. Donc il y a des cas où tu veux imaginer. Où tu dis par exemple, fais-moi la classification, je te donne un texte et tu me donnes la catégorie de société qui est en face. Par exemple, Google est un engin de recherche, tu prends la page Wikipédia, tu me dis, voilà, ça doit rentrer en tel type de catégorie. Tu as envie qu'à chaque fois que tu poses la même question sur la description de la société de Google, ça te retourne toujours Search Engine. Tu veux pas que ça te retourne cloud. Parce que sinon, tu vas péter un câble. Parce que si tu utilises ça dans le système de prod, ça va changer chaque jour. Et toi, ta compta, elle va faire, mais qu'est-ce qui se passe? La catégorisation des transactions dans la BI, elle est complètement pétée. Et donc, ça dépend de ce que tu cherches à faire. Et c'est pour ça que je dis, tu as toujours un moteur de règles à la fin. Ça dépend de ton cas d'usage, ça dépend de tout ça. Donc, il faut que ce soit génératif. Pour que ce soit génératif, il faut que ce soit imaginatif. Pour que ce soit imaginatif, il faut un petit peu de bruit et de randomisation. Si tu veux pas ça, ce qui fait la force de ChatGPT ou des architectures GPT peut être aussi ton pire ennemi. Donc, c'est à toi de trouver les mesures de mitigation, quoi. Ok. Très bien. Et sur le fait que ChatGPT soit réentraîné par des humains, tu sais, donc qu'on soit repassé dessus pour éviter les réponses qui peuvent être un peu dangereuses. Ça, moteur de règles. Quoi, en fait c'est moteur de règles encore. Tu n'as pas le choix que de faire de la modération. Donc, tu vois, tu en viens à ces histoires qu'il n'y a aucun système qui est capable de faire bien. Tu vas prendre des mots-clés, tu vas faire de la classification en amont de ce qu'a voulu dire la personne, reconnaître le sens. Si le sens rentre dans telle catégorie, alors tu lui dis, désolé, je suis une IA,
et j'ai pas le droit de vous répondre à ces questions-là. Donc c'est pour ça que les gens ils font des escape prompts, ça les fait marrer, ils essaient de trouver un moyen de bypasser le moteur de règles Bien sûr. pour sortir, mais c'est pour ça que tu peux pas rely que sur l'IA, parce qu'il y a Ouais. beau dire enfin de l'IA pure connexionniste. Moi, ce que j'en pense, c'est que c'est au global ces trucs, pas ces trucs-là, j'aime pas dire le mot, enfin, je dis tout le temps le mot truc, mais faudrait pas. Ces architectures GPT qui ont été entraînées, elles ont été entraînées avec des biais mais absolument monstrueux. Ça a été entraîné par, en général, sur ce qu'on appelle command crawl, qui sont des datasets qui sont issus de l'Internet. Donc, je te fais simple. Internet, c'est le white male, 40 years, CSP+, ou CSP. Voilà, catégorie socio-professionnelle, plus. Hein. Et donc, du coup, tu as une sous-représentation des langues. Alors, moi, j'appelle ça les oubliés de l'IA, tout le reste. Donc, les langues européennes, encore, ça va. L'espagnol est hyper répandu, donc ça, c'est tant mieux pour eux. Mais je te parle pas des langues africaines. Tu vas faire du Lingala ou du Wolof ou ce que tu veux. Bonne chance, parce que c'est pas sur Internet. Il n'y a pas 50 000 vidéos YouTube sur le sujet. Donc, par exemple, Whisper, qui a été entraîné sur les vidéos YouTube, sur les captions qui ont été écrits à la main sur les vidéos YouTube, t'as pas beaucoup de vidéos de Wolof. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un dataset qui est imbalanced, qui n'est pas bien balancé, parce que tu as une sous-représentation d'une catégorie ou d'une autre. Donc ça, c'est les pires dangers de l'IA, c'est que ça va accélérer la déconnexion entre les gens qui avaient peu accès à des technos, qui maintenant n'ont pas eu l'occasion de générer du contenu sur Internet, sur lequel est entraîné 90% de l'IA, qui du coup vont pas avoir accès à la qualité des IA qu'ont le white male, 40 years, etc. Et je te dis, et j'ai bien dit male, hein, donc female, c'est pareil, tu vois, t'as la débalance male-female, tu as la débalance de l'âge aussi. Alors peut-être parfois surreprésentation des jeunes avec les forums, mais parfois surreprésentation des personnes âgées. Et puis surreprésentation géographique. Enfin voilà, c'est un micmac pas possible. Il y a, puisqu'on parle de generative AI, tu as Stability qui est en train de préparer un nouveau dataset pour réentraîner une nouvelle fois Stable Diffusion, je pense que ça sera Stable Diffusion 3, quelque chose comme ça, qu'on fait une huge database dans laquelle tu peux opt-out. By the way, ça, c'est pas du tout RGPD, parce que RGPD dit que ça doit être opt-in de façon explicite, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais c'est encore un autre problème de régulation. Hein. Toi, tu es créateur de contenu, tu veux pas que ton contenu serve à entraîner l'IA, faut que tu opt-out. C'est un truc de malade. Tu te dis, by design, il va l'absorber. Enfin, on est en train d'inverser des paradigmes c'est quand même chaud, quoi. Donc, bien sûr. Donc voilà, ce que j'en pense, c'est que c'est pas des problèmes simples. Et juridiquement, aujourd'hui, t'as personne qui est capable de répondre. Et je te donne un dernier élément. Et ça, c'est pour les gens pour qu'ils se mettent ça dans la tête, parce que c'est vraiment moi, je trouve des huge problèmes de société qu'on est en train d'avoir et qu'on s'en rend pas compte. Si aujourd'hui, toi, tu vas dans une assurance, ok, tu as un cancer, admettons, je touche du bois. Ok, ils vont dire, ce gars-là, il habite Paris, il a tel âge, il a tant d'enfants, il va faire tout ton profil, ok, à toi, il va dire, c'est une probabilité de cancer de X%. Tu étais autorisation de consentement, tu étais ok pour traiter la donnée, tu rentres dans un modèle d'IA. Tu pars demain, tu demandes à ce que tes données soient retirées. Ce qui est normal, c'est que tu as 12 mois pour l'enlever ou un truc comme ça. Ok. Ta donnée n'existe plus, mais l'intelligence qui a été extraite de ta donnée est toujours dans le modèle. Et ça, c'est un problème que la donnée, la dérivée de ta donnée, la dérivée de la valeur qu'on a récupérée de ta donnée, c'est toujours pas arbitré, ça. Donc maintenant, tu peux dire, regarde, je touche plus à tes données, tes créateurs de contenu, je touche plus à tes données, mais j'ai entraîné mon modèle génératif, le mal, il est fait. T'as beau dire, mais je veux que tu retires mes données de ta base de données qui a servi à l'entraînement, pas de problème, je les retire. De toute façon, c'est trop tard, j'ai déjà appris dessus. Il n'y a personne qui a arbitré là-dessus et c'est super compliqué. Donc là, on a des challenges de ratio, on va pas se mentir, des challenges d'égalité d'origine ethnique, c'est un challenge énorme, de langue, de géographie, et puis répartition homme-femme, d'égalité homme-femme, et puis qu'est-ce qu'on fait des créateurs de contenu et comment est-ce les créateurs de données en règle générale, puisque tu en es un quand on parle des assurances, et comment est-ce qu'on gère ce nouveau paradigme-là qui est pas simple du tout, en plus de traiter tous les knowledge workers qui vont être remplacés aussi, quoi. Donc pas facile, et on n'est pas forcément prêt, mais aussi c'est arrivé très vite.
Mais donc, je pense que on n'a pas fini d'en parler. Et non, non, mais tout à fait, gros, gros challenge. Jean-Louis, j'aimerais peut-être qu'on revienne juste sur Gladia. Alors, Gladia, donc c'est une boîte que toi, tu as créée donc en venant d'OVH. J'ai vu que tu as créé Gladia avec Jonathan Soto. J'ai vu que Jonathan, donc, qui était CTO dans plusieurs startups, notamment Sigfox. J'ai vu que Jonathan avait écrit des papiers, Ouais, un papier avec 2 prix Nobel de physique. Donc c'est quand même très impressionnant. c'est le plus Et intelligent de la bande, hein. Moi, je suis le stupide. écoute, il en faut un. Non, et Gladia, donc, alors Gladia, moi j'ai découvert parce que je suis tombé à la base, en toute honnêteté, sur un tweet que tu as fait. Gladia, donc tu dis que vous simplifiez donc les modèles AI les plus avancés pour extraire 100% de la valeur des data avec une seule ligne de code. Tu as fait un tweet là-dessus, Jean-Louis, sur tes performances. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Gladia au grand public et un petit peu pourquoi ça cartonne aujourd'hui? Ouais, alors, Parce que tu avais des performances à me donner en plus, donc voilà. bon, il y a des perfs, oui. Donc nous, à l'origine, ouais, effectivement, on faisait, beaucoup de modèles d'IA, sur de l'infrastructure. Et en fait, comme toute startup, hein, on pivote, on a pivoté, un peu et on est arrivé sur le domaine de la voix en particulier, Mhm. qu'on est en train d'étendre. Ok. Mais globalement, la thèse, elle est simple, c'est, la question que je pose à tout le monde, hein, qui écoute, c'est combien de temps vous passez dans votre journée à entrer des données dans un système, dans une base de données, genre CRM ou quelque chose comme ça? Allez, 1 du temps? Je suis gentil si je dis ça? Et en réalité, 99 de l'intelligence de l'entreprise, elle est paumée dans la journée. 99. Les meetings que tu fais, les podcasts qu'on fait, le meeting avec ton client, le call du support, les meetings entre équipes, les mails que tu envoies, la documentation que tu fais. Il y a rien de tout ça qui est traité. Le seul truc que tu as, c'est que tu as des CRM, tu as, des bases de données de produits, des choses comme ça. Mais ça, c'est 1 de l'information dans l'entreprise. Et en fait, on s'est rendu compte que les entreprises, elles strugglaient, enfin, je sais pas comment on dit en français, elles avaient vraiment du mal J'ai du avec ces mal. sujets-là. Ouais, parce que tu as du churn, donc les enfants, les employés, pas si tu veux les enfants, hein. Mais les employés churn de plus en plus. Les gens restent 1 an et demi, 2 ans, 3 ans dans les boîtes, donc la connaissance Ouais, part avec les gens. Les d'accord. vieux de la vieille qui étaient là depuis 25 ans, ils partent à la retraite, donc tu perds, toute la connaissance, et toute l'expérience qu'ils ont. Et donc la question maintenant, c'est comment est-ce que j'arrive à être efficace dans ma boîte? Et en fait, on s'est rendu compte que le sujet numéro un, c'était la voix. Ouais. C'est vraiment la voix, c'est les vidéo meetings, ça explose le monde des vidéo meetings. Le monde des podcasts explose parce que les gens, maintenant, il y a tellement de podcasts que la question, c'est comment est-ce que j'ai le résumé du podcast? Est-ce que c'est un D'accord. podcast qui m'intéresse? Quel est le ton qui est employé dedans? Quelles sont les personnes dedans? De quoi ça parle exactement? Avant de m'engager, parce que c'est tellement florissant. Et donc, c'est énormément de connaissances, ces podcasts, c'est incroyable. Et puis, tu as la même chose sur les emails. Comment je gère X milliers d'emails par jour? Comment je gère ma doc, les documents qui sont répartis partout? Donc là, Ouais. on a une abondance d'informations, comme on l'a eu sur Internet. Et maintenant, c'est comment est-ce qu'on utilise les IA génératives pour être plus efficace? Comment on fait des chats GPT d'entreprise ou des Google Search d'entreprise? Et nous, c'est Mhm. notre positionnement. On commence par la voix parce que c'est là qu'est perdu 70% de l'info Ok. aujourd'hui. Et donc, on a fait un moteur de reconnaissance vocale. On s'est basé sur Whisper, qui est D'accord, d'OpenAI. d'OpenAI, exactement, Super. qu'on a ultra optimisé. On a rajouté des moteurs de règles au-dessus, donc Ouais. de l'IA symbolique, parce que je vais faire du marketing. Mais Mhm. globalement, on a rajouté des moteurs de règles symboliques dessus. On a rajouté des moteurs supplémentaires parce que, comme c'est basé sur GPT, l'architecture derrière, il y a aussi des avantages, c'est qu'il parle comme un humain, donc la retranscription elle est très proche d'une retranscription humaine, du phrasé humain, donc il est très bon là-dedans. Mais il y a aussi des désavantages, c'est qu'il peut avoir des hallucinations, c'est-à-dire que parfois il peut générer du texte qui n'a pas été demandé. Donc on travaille énormément sur ces sujets-là. On travaille beaucoup sur les performances. Aujourd'hui, on traite 1 heure d'audio en une dizaine de secondes.
Et alors, Euh, mais alors oui, ça c'est dingue parce que ce traitement-là, il est assez long. Enfin, moi, je le vois en tout oui. cas sur mes podcasts et sur l'audio, ça prend pas mal de temps en général. Ben, si tu vas chez Google, ça va te prendre entre 15 et 25 minutes. Si tu vas chez AWS, tu prends entre 8 et 15 minutes. Si tu vas chez Microsoft, c'est entre 15 et 25 minutes. Si tu vas chez Assembly, c'est entre 15 et 18 minutes. On le fait en Ouais, une dizaine de secondes. la solution qu'on utilise là, tu vois, il me demande, il passe certainement pas une solution tierce pour faire ça, mais il me demande 60 minutes, quoi. Voilà. Ouais, ça c'est ce qu'on appelle le real-time factor. C'est Mm. le facteur par rapport au temps réel, des facteurs de temps réel. Et tu vois, bon, tu divises le temps que ça met à faire la reconnaissance vocale divisé par le temps de ton enregistrement et ça donne un real-time factor. Et donc là, On a tout explosé. vous avez tout pété, vous avez tout pété Ouais. pour arriver à ce que tu dis 10 secondes, c'est ça? 10 secondes, ouais. Et ouais, une dizaine de secondes. Ça dépend après des charges qu'on a sur le serveur. Parfois, je vais pas te mentir, Mm. ça met parfois 15-20 secondes. Mm. Mettre 20 secondes sur quelque chose qui normalement met 25 minutes chez les GAFAM, c'est déjà pas mal. Et alors, Euh, oui. t'imagines en faire un produit B2B, par exemple? C'est déjà un produit, ouais, c'est C'est déjà déjà, un c'est produit déjà un produit. B2B. On a beaucoup, beaucoup de demandes. Ok. Des plateformes comme celles que tu utilises, typiquement, viennent nous voir Mhm. et nous demandent de travailler avec eux. Parce que c'est un gros sujet pour eux. Il y a 3 gros problèmes globalement que les gens ont, parce qu'ils ont tous le même. Tout le monde qui fait la reconnaissance vocale a les mêmes problèmes. Ils vont chez un GAFAM, ils disent ah c'est chouette, puis après ils regardent combien ça va leur coûter et puis ils font ah zut. Ensuite ils vont chercher quelqu'un de moins cher. Ils trouvent quelqu'un de moins cher, la qualité elle est pourrie. Et puis après ils disent ok on va le faire nous-mêmes. Et puis là tu arrives à des real time factors comme on a parlé, où Mm. tu fais du 1 pour 1. Donc c'est pas gérable. Ce qu'on appelle la scalabilité, elle est pas là. Donc la Mais mise à alors c'est l'échelle. génial, mais est-ce que tu fais là, tu le fais sur la voix, mais tu pourrais le faire aussi donc sur d'autres médias, Ouais, ben c'est ça. Tu as tout à la fait raison. vidéo, le texte. Ouais, En bah fait, déjà tu on fait fais de vidéo aussi. l'optimisation. Tu fais de l'optimisation. On fait vidéo et audio déjà. Mais oui, tu as raison. On est en train de. Nous, ce qu'on est en train de faire, c'est de mettre une brique de recherche sémantique dessous. Parce qu'en réalité, quand tu fais la transcription, les choses que tu cherches, c'est pas la transcription pure. À moins que tu veuilles faire du SEO sur ton podcast et que t'en fais la transcription auto, et ça c'est très bien, et puis ça aide à l'accessibilité. Donc nous, on est 100% pour ça, pour les malentendants et tout. Mais ce que tu voudrais, c'est que ça fasse la chapterization, ce qu'on appelle automatiquement les chapitres, ouais, je vais y arriver, l'extraction des topics traités, tu veux le summarization, tu veux détecter le ton dans la voix, tu veux détecter les sentiments, ce genre de choses. Par exemple, si on parle d'un call center, il y a des mots interdits, ou des mots noirs, des mots qui ne sont pas autorisés, ou des mots que tu veux éviter. Tu veux, par exemple, détecter si tu es en train de dénigrer le client, si tu es en train de lui parler mal, si tu es en train de te moquer de lui, si tu dénigres un produit qui est sur tes étagères. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué que juste faire de la transcription vocale et faire genre speech to text. La réalité, c'est que le B2B, le business, il a besoin de pas de la transcription, il a besoin de toute l'intelligence qui vient au-dessus. Donc, c'est là-dessus que nous, qu'on se positionne et de faire de la recherche qui va avec, donc d'indexer tout ça dans des systèmes. Et c'est une recherche intelligente. C'est pas une recherche où si tu n'as pas dit le mot exact, ça va rien sortir. C'est une recherche qu'on appelle vectorielle, où tu vas rechercher les mots les plus proches ou le sens de la phrase que tu as écrite et qui comprennent ce que tu voulais dire. Et même si cette phrase n'a jamais été prononcée, ou Ouais. les mots écrits n'ont pas été utilisés, il va comprendre le concept et te trouver les concepts. Donc ça, c'est Génial. tous les Ouais. sujets qu'on va sortir d'ici le mois d'avril, donc dans un Et mois. alors, et vous êtes combien dans l'équipe aujourd'hui? On est 12. Ouais, vous êtes 12. Ok, super. Donc, bah, écoute, passionnant. Donc, j'ai vu que bah, Twitter s'était emballé là-dessus Ouais. à ton annonce. Donc, c'était cool. Tu m'avais dit 500 000 vues ou un truc comme ça. Donc, Ouais, c'est ouais. génial. Et Euh, OpenAI s'est un peu emballé aussi parce qu'apparemment ça a fait du bruit chez eux. Nice. Ok. Ouais, et du coup ils ont réalisé l'API Whisper de leur côté 2 Ah semaines bah, après, mais ils n'avaient pas prévu de le faire. ils ont fait ça hier, non? Hier soir, ouais. L'annonce. Ah ouais, ouais, Ouais. ok. Et après, bah, du coup, ils n'avaient pas prévu de le faire si tôt, mais c'est juste qu'on est venu un petit peu chambouler leurs plans de ce que j'ai Ah, entendu tu des gens penses? internationaux. Alors, mais moi, C'est des gens de chez Microsoft qui m'ont dit. mais tu sais quoi? Mais moi, je suis fasciné par ces annonces parce que tu vois, en fait, les GAFAM se comportent comme des startups, quoi, tu vois, enfin, ou même comme des Mmh, individus. Et en vrai, si tu réfléchis, OpenAI a été chamboulé par Stable Diffusion sur DALL-E, quoi, tu vois, exactement. qui leur a mis la pression.
Ensuite, eux, ils ont mis la pression avec ChatGPT Sur Google. sur Google et les outils de chat qui sortaient, qui étaient existants, développés. Et ça continue sans arrêt. Et en fait, à Ah, mais chaque ça fois, tire à balles réelles. il C'est y un a, il y truc a de un, ouf. ça tire à la réelle. Il y a un acteur qui met les gens en liste d'attente ou qui réduit tout ça. Et il y a quelqu'un derrière qui arrive et qui dit bah, moi, j'envoie à tout le monde, je démocratise devant toi et je te coupe l'herbe sous le pied. Quoi. C'est dingue. C'est dingue. Ouais, ouais, ça tire à balles réelles, quoi. Nous, on est Et venus donc, les bah, chatouiller écoute, sur. génial. Si vous avez On est- réussi à les faire bouger, c'est Après, bon, extraordinaire. voilà, ils ont des limitations, du coup, hein. Ils ont quand même. Alors attends, mais ce qu'ils ont dit sur leur API, j'ai vu ça ce matin, c'est ils ont dit quand même qu'ils avaient réussi depuis décembre, je ne sais pas si c'était sur ChatGPT et Whisper ou l'un des deux, mais à diviser les coûts par 10, donc une réduction de 90% sur le prix des requêtes Oui, c'est sur l'API, c'est sur GPT. Ouais, sur exactement. GPT. En Parce fait, qu'on c'est là que. on parlait d'inférence qui coûtait grosso modo presque une dizaine de centimes de dollars. Et depuis décembre, en fait, et c'était un gros problème hein, pour l'expansion. Elon Musk en avait parlé, il parlait de prix qui faisaient pleurer quand on regardait ça. Mais j'ai bien compris, donc ils disent que grosso modo, depuis décembre, ils ont réussi à diminuer ça de 90%. Ben oui, oui, c'est tout à fait. C'est possible. C'est là que c'est la beauté Mmh. de l'alliance GAFAM et startup. Tu vois, les GAFAM, c'est compliqué pour eux. Si tu es un Microsoft, ils te réalisent un chatbot et que le chatbot il se plante. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Bard chez Google. Bard s'est gouré, trompé entre guillemets, de réponse qu'il a donnée. L'action de Google tombe. Ouais, T'as pas le droit à l'erreur. Le truc, il peut ouais. pas à aucun moment être raciste. Et je dis pas qu'il faut l'être, hein, c'est pas mon point, mais il y a des biais partout. Et toi, tu le sais pas. Tu te dis pas, ah super, je vais mettre un biais raciste dedans. C'est pas ça que tu te dis, évidemment. Mais ton système, il est génératif, donc tu peux pas maîtriser ce qui s'est passé dedans. Et comme c'était entraîné sur homme blanc, 40 ans, américain, bon, il y a des racistes dedans. Il y a une représentation en plus des gens qui sont en général assez virulents parce qu'ils sont derrière un écran, donc ils sont surreprésentés. Mmh. Et donc tu te retrouves avec de la donnée qui est biaisée. Ok, ça c'est une chose. Si tu mets ce système en production quand tu es une startup, on dit oh putain, c'est amazing, etc. Bon, il y a des biais, c'est pas grave, on te pardonne. Et tu dis ah, je corrige, je suis en train de corriger, je suis en train de corriger. C'était un GAFAM. Ouais. Tu as mis ça sur ton search engine. C'est mort, hein. Et donc, Ouais. du coup, tu te rends compte qu'ils ont une capacité d'innovation qui est quand même limitée par la press relations, etc., enfin, par des garde-fous. Et de l'autre côté, tu as les startups Même. qui font des trucs. Par exemple, je te donne un exemple de startup et je juge pas. Je pense juste. Murphy AI, ils font du clonage de voix. Ouais, Mais ça qu'avec du clonage de voix, tu peux hacker les banques. Parce qu'il y a bien des banques sûr. encore qui utilisent le footprint de la voix Ouais, comme moyen d'authentification. bien sûr. Mais tu te poses pas forcément ces questions éthiques. Toi, tu cherches à lever des fonds, tu as le marché, tu machin. Si tu es un GAFAM, tu vas te poser ces questions-là. Tu vas avoir un Complètement. ethical committee board, etc. Et donc là, tu vois les startups versus les GAFAM. Et le T'as raison, deuxième mais truc, ça fait une disruption encore plus forte. Enfin, on est dans le Christensen poussé, quoi, en fait. Une disruption exactement, parce que le grand n'a pas le droit à la prise de risque, en fait. il a plus le droit à la prise de risque. Et c'est là que tu vois les startups comme OpenAI qui montent, qui montent, qui montent. Quand ils sont chauds, bien, qu'ils ont bien calibré les trucs, que c'est eux qui se sont tapés toute la partie compliquée des relations press, etc. Machin. Là, tu as un gros qui rentre au capital, qui l'absorbe. Et là, eux, leur spécialité, c'est de faire des systèmes scalables. Parce que les problèmes qu'a eu Bing dans les 20 dernières années pour faire un moteur de recherche, etc., c'est les mêmes problèmes que tu as maintenant quand tu as 1 million d'utilisateurs sur ChatGPT. Et les ingénieurs chez Bing et compagnie sont très très bons pour prendre un système et le faire. OK, maintenant je sais comment faire 1 milliard de requêtes. C'est là que l'alliance a fait du sens pour la démocratisation et la réduction des coûts. Bien, d'accord. Ouais, ouais. Ok, très bien. Et c'est là qu'on arrive à voir cette baisse de 90% sur les coûts. Mhm. Ok. Alors, ça me permet de faire une transition. Tu viens de parler de Murphy, c'est ça? Moi, j'ai lu un article hier sur Voice Mode. Euh, Voice Mode, donc c'est des solutions qui permettent de faire du clonage de voix, en fait. Euh, Ouais, ouais. donc, C'est très utilisé.
C'est dingue. Donc, ce qu'on te dit, c'est que ce clonage de voix, en fait, il devient assez parfait. Et Ouais, comme tu dis, il y a l'exemple de l'empreinte vocale pour l'authentification sur des systèmes bancaires. Mais il y a prendre la voix de quelqu'un, il y a vendre la voix de quelqu'un, il y a avoir la propriété de sa voix comme on a la propriété de son empreinte digitale. Euh, exactement. c'est fascinant. Et tu as des trucs qui sont, enfin, excuse-moi, il y a des boîtes qui sont très intéressantes et rigolotes, et je sais pas Mm. ce que ça vaut éthiquement, j'en ai pas Ouais. d'idée. Mais par exemple, il y a des boîtes qui ont fait 60 millions Mhm. pour gommer les accents. Ouais, ok. Et à quoi ça sert? Bah, ça sert que tous les call centers en Inde, les call centers en Afrique du Nord, tu as l'impression de parler avec des gens qui sont proches de là Ah, en général où sont les clients, c'est-à-dire Amérique du Nord ou Europe. Tu lèves 60 incroyable. millions d'yeux. Est-ce qu'on doit le faire? Je sais pas. Moi, ce que je t'ai dit juste, c'est que ça a été fait et que ça lève beaucoup Incroyable. d'argent là-dessus. Donc tu vois, Alors, c'est même pas, c'est ton au-delà du clonage exemple, de il est voix. dingue. Ton exemple, il est dingue. Je voyais un autre exemple qui était. Il est dingue et il fait peur. Mais je voyais un autre exemple qui était genre une chanteuse, si tu veux, et quelqu'un en face qui utilisait cette solution de clonage de voix et qui arrivait à chanter avec la même voix que la chanteuse en réponse, quoi, tu vois, Ouais. au même moment. Oui, et puis c'est ce qu'a fait David Guetta avec Eminem Oui, tout à aussi. fait, Ça a tout fait à le buzz fait. il y a 2 semaines. Il Ouais, a bien pris sûr. un sample de voix d'Eminem qu'il a mis sur un. Je pense que c'était Murph justement, et il l'a généré. Il a fait un feat avec Eminem qui n'a jamais été d'accord. Donc la question c'est comment tu gères les droits. Ouais. Donc là-dessus, on a la question de droit, on a le deepfake de la voix en fait, et ça aujourd'hui, bon ben c'est tout à fait possible, et on peut pas vraiment savoir, grosso modo, que la personne à qui on parle, aujourd'hui on n'a aucune solution technique, ça se trouve, toi tu utilises la voix de quelqu'un d'autre, je peux pas savoir. Mais en fait, tu vois, le truc moi, dans l'état actuel, ça me fait pas trop peur parce que tu le vois quand même, il y a des artefacts un peu partout. C'est comme Mm. tu sais, l'IA générative avec Stability. Les doigts Ouais. sont toujours pourris, quoi. C'est là que tu vois un Stability. Tu regardes les oreilles globalement, tu regardes l'alignement des yeux et tu regardes Mm. les doigts et tu sais à peu près si c'est une imaginary. Mais par exemple, tu vois, moi je disais, ils vont mettre du temps. Il y a ControlNet qui est sorti il y a 1 semaine et demie. Oui. ControlNet corrige quasiment tous les problèmes que tu avais sur les doigts. Alors, C'est un truc de j'en ai malade. entendu parler, ça fait quoi contre le net en fait ControlNet, c'est que ça vient rajouter un layer D'accord. Mhm. comment est-ce qu'on dit un layer? Un Une filtre? couche au-dessus qui va t'aider D'accord. à contrôler ton IA générative. Ça veut dire, je vous ai parlé des grosses autoroutes entre les matrices, des trucs comme ça. Ben, ça va te guider ça va rajouter des poids pour te guider plus vers des endroits que d'autres, globalement. Ça te permet de donner ouais, plus de poids le masque, ce qu'on appelle un masque que tu envoies, enfin, sur les éléments que tu envoies. Donc, Bien il sûr. va être capable de s'adapter. C'est un peu comme ça s'agglutinait, les points s'agglutinaient autour des formes que tu lui donnes. Euh, Hmm. et donc, ça, c'est juste, c'est juste du délire. Moi, aujourd'hui, deepfake et voice fake, ça me fait pas trop peur. Ce qui me fait peur, Mhm. c'est que à chaque chose qui est sortie, je te jure, ça fait 3 ans que c'est comme ça. Je dis, ah, ok, dans 24 mois, il y aura ça. Le truc, il arrive en 12 mois. Tu fais, ok, bon. Maintenant, je me disais, ok, bah, ça va arriver dans 12 mois. 12 mois, en fait, ça arrive dans 6 mois. Et maintenant que je me dis que ça arrive dans 6 mois, ça arrive dans 3 mois. Et puis après, je me disais, il arrive dans 3 mois, ça arrive dans les 2 semaines. Il y a une accélération, mais Non, qui mais est l'accélération, elle est complètement folle. phénoménale. Et donc, Non, la mais elle est question, incroyable. c'est quand est-ce qu'on va faire du Mais real-time regarde, fake? regarde, on était tu y participes. Enfin, moi, je trouve que c'est un progrès énorme. Mais non, non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a un jeu de l'accélération avec la startup qui devance les groupes, les GAFAM, des nouveaux projets qui sortent en permanence. Toi qui mets la pression grâce sur ton innovation à OpenAI sur Whisper, et on va de plus en plus vite. Et regarde, et c'est le badge du Y Combinator en ce moment. T'as que des projets AI. On sent que ça va très très vite. Et sincèrement, moi j'ai du mal à suivre les news des nouveaux projets qui sortent, de Moi ce qui aussi. se fait. Et parce qu'aujourd'hui, je reçois des newsletters quotidiennes dans lesquelles, tu vois, il y a temps en temps 15-20 projets qui ont l'air sérieux tous les jours.
C'est Ouais, dingue. c'est un truc de ouf. Mais en fait, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que ça a commencé il y a à peu près 6 ans, 7 ans avec TensorFlow, 7 ans avec TensorFlow, qui est venu de Google, qui est venu un peu chambouler tout et rendre le deep learning accessible par tout le monde. Mmh. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tu as commencé à avoir pas mal de PhD, de Ouais, doctorants. Un doctorat, tu mets entre 3 et 5 ans pour le sortir. Donc, tu as eu 2, 3, 4 générations de doctorants qui sont sortis. Et ces doctorants, maintenant, ils sont en entreprise pour mmh, appliquer ça. Et puis, ça continue de dérouler. Et ouais, donc, en fait, on a eu l'accélération des outils, open source, etc. Ça a énormément aidé. L'accélération des machines, ouais, l'ouverture des datasets ouais. et le nombre de doctorants et de chercheurs qui maintenant arrivent à maturité pour mettre en application ce qu'ils ont travaillé. Donc, je te promets que c'est, même pour nous dans le milieu, c'est très très difficile à suivre. Ouais, Et bien c'est sûr. Non, mais très très stressant et oppressant, je vais pas te mentir. j'imagine, ça s'arrête jamais. On est toujours surpris et en plus, je pense qu'on n'a pas vu le gros de la vague. Je pense que ça c'est devant nous encore là parce que tout ce dont tu parles, c'est des effets de renforcement en fait, hein. C'est donc j'ai vu hier, Jean-Louis, j'avais une petite question aussi, c'est hier, il y a Tesla qui a fait son Investor Day, donc qui a pas été très bien reçu, mais il y a un truc que je trouve intéressant, moi, c'est ce qui m'intéresse, moi, c'est les Optimus Prime, les robots là. Je sais pas si tu as vu ça? Et donc et Elon Musk te dit que, grosso modo, ben, tu vois, ils sont les mieux placés, eux, pour faire de l'intelligence artificielle dans la vraie vie. Ça veut dire, pas sur des serveurs, uniquement, mais avec des robots, avec des voitures parce qu'ils le font. Il dit que, potentiellement donc d'ici quelques années, mais là-dessus il va toujours un peu plus vite, donc 2030, qu'on aura un robot par personne, voire plus, avec des robots domestiques. Comment est-ce que tu vois toi ces robots Optimus Prime et et l'extension de l'intelligence artificielle au physique, tu vois? Bon, moi, je vois que le stock est descendu de 5%. Avec les annonces. Bah, je pense que Musk, c'est Musk, hein. Tu sais, comme tous les génies, il y a des cases en plus et il y a des cases en moins aussi. Il a des cases en plus sur, je pense que c'est un visionnaire. Ça, c'est pas. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'il fait, parce qu'il y a des gens qui le disent c'est visionnaire, mais c'est evil. Puis les d'autres qui disent bah, ça va sauver le monde. Ok, voilà, il est ce qu'il est. Après, il s'est quand même pas mal trompé sur beaucoup de choses, sur les Mmh. prédictions et sur les temps. On Ouais. attend toujours, hein, le full self-driving car. Quand on me dit full self-driving car, je dis rigole parce que oui, les routes américaines, si vous avez été aux États-Unis, vous voyez à quel point elles sont. Tu vois, Road 66, le truc, plein de balles tout droit, etc. Ok. Mmh. Vas-y, viens trifouiller les oies avec les platanes à côté. Et tu sais, même toi, après 20 ans que tu es en train de conduire, tu serres toujours les fesses quand tu croises Bien quand sûr. tu croises une Mégane en face de toi. Et donc, tu vois, mon point est de dire, c'est que euh, entre ce qu'il annonce et la vraie vie, il y a souvent un très gros décalage. Et là, maintenant, tu vois, il dit, ah ben non, fait full self-driving car, on n'y est pas du tout. Et bon, on n'y sera pas avant très très longtemps. Mmh. Donc, je pense qu'il a des plans où peut-être s'il achieve 80% de ce qu'il dit ou de ce qu'il dit, ou même 70%, c'est déjà énorme. Maintenant, un robot par foyer, non, je pense pas. Faudrait extraire un nombre de composants et de terres rares qui était absolument phénoménal, alors qu'en même temps, tu as la pression pour les voitures électriques qui arrivent en Mmh. 2035, qui va déjà tout bouffer. Donc déjà, physiquement, il faudrait que la Chine, elle augmente ses productions tellement de façon énorme pour déjà tenir les electric vehicle market. Mmh. Plus après, tu vas dire, tu vas faire les robots. Il y a un moment donné, la Terre, elle est quand même finie et le nombre de ressources est limité et la capacité de croissance des gens qui font l'extraction des terres rares, elle est limitée. Donc, tu vois, il y a déjà ce sujet-là qui, mécaniquement, il y a un truc qui ne va Sûr. pas. Maintenant, est-ce que ça va vers le physique? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Pour moi, ce n'est pas une réinvention de ce qui était fait. La Mmh. mécanisation des entreprises a déjà été faite il y a 70 ans. Est-ce qu'il va Ouais. y avoir une deuxième vague de mécanisation? J'en sais rien. Il faut regarder les coûts que ça prend. Il faut regarder quelle industrie va accepter de payer les pots cassés. Parce que ça va. Je ne te parle pas juste pots cassés technologiques, hein. Je te parle socialement, hein. Quand tu vas arriver, Ouais. tu vas livrer 150 robots à Charleville-Mézières pour la fonderie de PSA.
je sais pas, hein, Bien comment sûr. va être le stock de la boîte en face, hein. Ça va être toi Ouais. le stock de PSA, comment vont réagir les investisseurs, comment vont réagir les employés, comment tu vas gérer les grèves, comment tu vas gérer ta press relation, comment tu vas gérer, ton image de marque que les gens voudront plus acheter et cetera. Parce que finalement tes clients, c'est qui? C'est les gens Ouais. que tu remplaces, on est d'accord? Donc en fait, c'est pas aussi binaire que ça et Mmh. j'arrive sur une théorie, moi j'ai une théorie, la théorie des 3 plaques qui Ouais. se marchent sur la figure et je pense que plus on avance, plus ça va être ça et l'IA était un gros, démonstrateur de ça. C'est à la plaque, nord-américaine, c'est le capital d'abord, l'argent Mmh. d'abord. Donc ça, c'est la pensée Musk. Tu as la plaque européenne, c'est l'individu d'abord, Mmh. RGPD, machin, on pense à l'individu en premier et tu as la plaque, asiatique où c'est l'État en premier. C'est-à-dire que tu peux faire de l'argent comme Jack Ma, essayer de faire la mentalité capital d'abord. Il y a un moment donné où le gouvernement il vient, il t'attrape par le callback, il fait tiens, vas-y, on va Il discuter pendant t'attrape. 1 mois et demi dans une cage et on va voir comment tu gères ton business. Ouais, Et donc, ouais. tu as quand même ces 3 plaques-là. Et donc, la vision de Musk, c'est une vision nord-américaine. Est-ce qu'elle est adaptée au monde entier? Je ne sais Mmh. pas. Je ne suis pas sûr que le gouvernement chinois soit aligné avec ça. Je ne suis pas sûr que les Européens soient alignés avec cette vision-là. Donc, c'est pour ça que je me méfie toujours Après, tu de vois, ça. là, justement, sur ChatGPT, il y a des gens qui disaient que les Chinois, justement, regrettaient peut-être de ne pas être en avance sur ces sujets de LLM, peut-être aussi parce qu'ils ont mis un petit coup de frein à l'innovation ces dernières années avec cette politique dirigiste et anti-entrepreneur. Mais ce qui conduit à un autre modèle. J'ai une autre question, moi, Jean-Louis, aussi sur Sam Altman, que tu dois bien connaître via OpenAI. Euh, Moi, je trouve que Sam Altman, je pense que je suis peut-être pas le seul à voir ça, mais c'est peut-être aussi un peu le nouveau Musk, dans le sens où ben, tu as OpenAI, tu as WorldCoin, tu as les projets Helion sur la fusion. Euh, donc, tu as l'impression en fait que ces investissements, les projets sur lesquels qu'il dirige, sont aussi hyper ambitieux et qui vont ensemble. Parce que bah, WorldCoin, tu vois l'utilité par rapport à tout ce qu'on disait au niveau deepfake. WorldCoin étant une solution d'authentification via un scan de l'iris et avec un token sur la blockchain. Euh, on pense que ça peut être très important pour se préserver des deepfakes, vidéo, voice, voilà. Et après, ben, Helion, le projet qui promeut pas mal sur la fusion nucléaire en tant que source d'énergie. Comment est-ce que tu vois, toi, Sam Altman aujourd'hui tu le vois en tant que visionnaire? Parce que ses actions, en tout cas avec OpenAI, il est un peu à la base de la hype du moment, quoi. Ouais, ouais, complètement. Bah après, je pense que c'est quelqu'un qui est intelligent, hein. Le mec, il a fait Stanford, même s'il a drop out, il a quand même fait Stanford. Au départ, on rentre pas comme dans un moulin. Il a fait YC, bon, il a un certain. Enfin, on juge pas tout le monde par l'éducation, hein, ça, crois-moi, mais bon, ça te dit qu'il y a quand même un terreau qui est plutôt fertile à faire des choses bien. Il a été, je crois qu'il était président de YC à un moment donné, un truc Ouais, comme ouais, ouais, ça. tout à fait, ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est des gens avec des capacités hors normes, qui ont un très bon réseau, qui sont très intelligents. Est-ce que c'est le nouveau Musk? Je sais, j'en sais rien, honnêtement. J'ai du mal à juger ces gens-là. Ce que je sais, c'est qu'il a quand même chamboulé, enfin, il va rester dans l'histoire pour avoir chamboulé quand même le monde de l'IA. Et Mmh, probablement le WorldCoin et Nuclear Energy et des choses comme ça, enfin, le monde de mmh. Nuclear Energy, etc. Si ces gens-là poussent pas sur des sujets, je pense en particulier sur l'énergie nucléaire, moi, c'est plus les sujets aujourd'hui qui Ouais, m'intéressent. ouais. Euh, je pense que c'est comme SpaceX, tu sais, les institutions, elles sont Mmh. engraissées, elles sont quand même empâtées dans leur truc. SpaceX, il vient, hop, il te déclenche quelque chose qui, d'un point de vue institutionnel, redémarre. Bien sûr. Si ces gens-là se mettent à faire du nuclear energy, de même que tu avais aussi Bill Gates hein, qui fait son chemin de l'autre côté, on aime ou Ouais. on n'aime pas. Bon, toujours est-il que ces gens-là, ils poussent les réflexions un petit peu plus ouais, globalement, les institutions qui sont quand même un Bien. petit peu Ouais, ouais, ouais. engraissées, quoi. Non, tout à fait, tout à fait. Donc, ils disruptent les GAFAM, mais aussi les pays, en fait. Et tout ça aussi dans le cadre de la plaque américaine dont tu parlais, quoi. Ouais, mais Nord-américaine. après, tu dis ça, mais après,
le projet Lyon, il va avoir des répercussions sur les politiques européennes, parce que tu regardes de l'autre côté, tu dis qu'est-ce qui se passe, et puis tu regardes les autres, tu dis c'est quoi nos stratégies et nous, qu'est-ce qu'on devient dans 30 ans? Donc forcément, ça te amène des réflexions stratégiques. On ne serait pas sur des réflexions de politique européenne sur la voiture électrique aujourd'hui, similaires, s'il n'y avait pas Tesla qui était venu taper dans le tas. On va pas se mentir. Donc, ils ont toujours une influence sur les politiques au-delà de juste leur plaque géographique. Donc, si tu fais l'essor, Tesla change le monde du véhicule électrique, il fait se poser des questions sur c'est quoi le mode de transport de demain, qui vient impacter ta plaque européenne, qui amène des régulations, qui amène du coup des flux de matières premières qui vont venir de Chine, qui du coup doit repenser sa stratégie, etc. Bon, Elon Musk, à lui tout ça, il a cassé pas mal les pieds de pas mal de monde qui ont dû travailler très tard, tu vois. Donc maintenant, c'était la même chose sur Hélion qui vient secouer le nucléaire. La question, ça va être c'est quoi l'énergie de demain? Est-ce qu'on reste sur le nucléaire? Est-ce qu'on fait de l'hybride? Est-ce qu'on fait du renouvelable pur, green, machin? C'est quoi notre stratégie? Fusion, fission, machin, etc. Tu dois repenser ta réflexion stratégique plutôt que de rester à ton bureau en disant bah tiens, tout va bien. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Et après, tu vas dire quelle est ma stratégie d'extraction des matières premières? C'est quoi notre politique en Afrique? C'est quoi notre politique au Moyen-Orient? Tu vois, et du coup, tu viens chambouler ces plaques-là en disant, nous, comment on gère nos terres rares et comment, enfin, tu vois, c'est. Est-ce que tu n'as pas peur que la plaque européenne de l'individu dont tu parlais, elle ait un peu du mal à innover quand même sur ces domaines de pointe? Enfin, toi, tu le fais, donc heureusement que tu es là avec Gladia. Mais est-ce qu'on n'a pas du mal à innover? Est-ce qu'on reste pas un peu concentré dans l'éthique ou la réflexion stratégique sur comment on ferait, quoi, tu vois? Ça dépend de. Oui, tu as raison, c'est plus difficile d'innover en Europe et de se lancer en Europe que de se lancer aux États-Unis. Tu vois, je disais un tweet la semaine dernière qui était assez vrai, c'est aux États-Unis, tu démarres ta boîte, tu t'enregistres au Delaware, hop, c'est payé, on n'en parle plus. Tu vas en France, il faut que tu déclares à l'URSSAF, faut pas que je parle trop parce qu'après ils vont venir. Il faut que tu gères l'URSSAF, il faut que tu déclares aux impôts, il faut que tu fasses ton enregistrement de ton adresse, il faut que tu prennes un comptable, il faut que tu prennes ci, il faut que tu prennes ça. Tu as 1 milliard de trucs. Il faut que tu fasses ta DSN, ta déclaration sociale de je sais pas quoi quand tu as un employé et tout. Ouais, et tu as la RGPD qui vient, parce que du coup, tout ce que tu fais, tu dois être RGPD, les Américains, ils sont contre-foot. Du coup, il faut que tu choisisses ton cloud provider de façon appropriée, il faut que tu fasses attention à toutes tes mesures de mitigation et tout. C'est plus difficile. La question, c'est où est-ce que tu le sens de vivre en tant qu'individu? Bien sûr, bien sûr. Et bon, c'est juste la question, est-ce que tu veux aller aux États-Unis et payer tes assurances 4 fois le prix quand tu es malade parce qu'en fait, on n'a aucune régulation sur les données, l'utilisation des données et qu'on peut profiler les gens de A à Z et que du coup, tant que ça va bien, mais le jour où ça va mal, tu te fais déglinguer? Ou est-ce que tu vas aller dans un système qui est beaucoup plus qui protège beaucoup plus l'individu en règle générale, le respecte plus? C'est une question de où est-ce que tu te sens de vivre. Il y a des gens, je te jure, je leur parle, c'est comme va vivre aux États-Unis en fait. Il y a d'autres gens, le système est cassé, etc. Machin, aux États-Unis, je sais pas, viens vivre en Europe et paye tes impôts en Europe. Et c'est des façons de vivre différentes, c'est culturellement différent. Je pense qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, c'est où est-ce que tu te sens bien, quoi. Non, je dis des bêtises. Ah non, je suis tout à fait d'accord, je vois très bien les différences. Jean-Louis, pour pas te prendre trop de temps, parce que donc petite question donc sur est-ce que tu penses qu'on peut arriver à l'intelligence généralisée, artificielle généralisée, ou la super intelligence via les LLM sur lesquels on travaille en ce moment? Généraliser, je sais pas. Je pense qu'il n'y a pas de réponse binaire A ou B. Je pense qu'on s'approche de quelque chose d'intéressant sur la partie transactionnelle, texte et puis donc vocal va suivre. Hein. Mais si on prend l'intelligence artificielle en règle plus générale, je te montre un objet quelconque, là c'est une bourde. Un enfant de 3 jours, allez, 1 semaine, il y a un objet comme ça, tu le lâches, il l'a jamais vu, tu le lâches, il sait que ça va tomber. D'accord? Avant qu'une IA soit capable de voir un objet et de comprendre la notion de gravité, où il va regarder cet objet-là et il va s'évaluer, tu vas évaluer dans ta tête automatiquement la densité et le poids.
Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, Tu bien vas sûr. comprendre l'effort que ça va te prendre de pousser une table. Tu vas comprendre qu'il y a de la moquette et intuitivement, tu as le coefficient de frottement. Je t'ai jamais appris ça, on est d'accord? Ouais. Tu as ta chaussure, tu as ta basket qui est en caoutchouc, tu vas la frotter sur, tu vas voir, tu as le PVC au sol, là, tu sais, dans les lycées et tout. Tu sais que si tu tapes dedans, ça va avoir un bruit qui va sortir, comme au Ouais. basket, un truc comme ça. Tu pas besoin d'avoir déjà vu une matière pour savoir que quand tu vas frotter ta basket, ça va faire du bruit. Les IA, elles ont besoin d'énormément de données pour faire ces trucs-là. Donc, l'intelligence artificielle générale, je prends des exemples à la con, hein, de la vie de tous les Ouais, jours, bien sûr. c'est pour te montrer à quel point notre cerveau il est capable de généraliser très très vite avec un one shot, voire parfois zéro shot. Parfois, tu n'as jamais vu le truc, la situation, tu es capable de. Tu n'as jamais entendu une langue, juste avec les gestes de la personne, tu es capable de comprendre où est-ce elle veut en venir. Et donc, est-ce que l'IA va être capable de faire ça? Peut-être, je ne sais pas dans combien de temps, mais avec quelle énergie et combien de données? Et En ça, c'est fait, la là, vraie on intelligence parle plutôt artificielle. d'une somme d'intelligence spécifique. C'est ça, quoi, pour l'instant. Exactement, l'IA, c'est une seule intelligence spécifique, et c'est pour ça que tu as des moteurs de règles en haut qui te font le routing en te disant ah bah tiens, moi, ah tiens, il parle de code, ok, moi je suis très très bon en code, hop. Et là, tu vas voir le meilleur codeur, généraliste. Dès que Ouais. tu vas arriver dans quelque chose de compliqué, tu peux demander à tous les devs, dès que tu arrives à un truc un peu compliqué, le truc il part dans les choux. Mais c'est très Hmm. bon pour booter. Mais jamais ça va remplacer un physicien nucléaire ou je sais pas quoi, c'est pas possible. Par contre, ça va remplacer un étudiant de licence sans problème. Donc, sur des trucs généralistes. Donc, D'accord. est-ce que ça va faire la GI? Moi, j'y crois pas. Et je pense qu'on n'y sera jamais. Et puis, si on y est, bah, c'est la mort de l'humanité. Parce qu'en fait, l'IA, elle se génère par la donnée que tu lui injectes. Peut-être qu'elle va créer la connaissance pour s'auto-générer, mais si c'est ça, qu'est-ce que ça va être chiant, hein. Ouais. Si, c'est soit il n'y a plus de données, on devient débile et on lui donne plus de données, elle peut plus se nourrir et donc du coup elle devient bête. Soit on fait plus rien et franchement c'est pareil que on a tous des chaises roulantes automatiques où on bouge plus la maison, on mange des chips, on regarde la télé. Moi, je sais pas. Mais est-ce que tu vois un scénario où donc il y a un danger et que l'IA pour le coup veuille nous rayer de la carte pour se développer? Euh, Là, ça c'est ça les veut dire à ce moment-là ça c'est qu'on est sur ça c'est les gros fantasmes. la super intelligence. Une IA elle répond à une fonction d'optimisation. Donc la fonction d'optimisation, si tu lui dis faut plus qu'il y ait de CO2 sur Terre, bon bah ça va rayer tous les éléments de CO2. Si tu lui dis il faut plus de CO2, mais il faut conserver la vie humaine le plus possible, mais qu'il faut bon bah il va optimiser sur tous les facteurs que tu lui donnes. Bon après, Bien sûr. Il y a l'exemple assez connu là, des paperclips, là, des perforeuses, produire le maximum de perforeuses et l'IA finit par détruire le monde et, et utiliser tout ce qui est possible, toutes les ressources possibles pour ça sans s'arrêter. Donc en fait, c'est cette question de l'alignement aussi, enfin, et de lui donner des. ouais, mais c'est une fonction d'optimisation. Tu as dit une fonction d'optimisation ça pure et tu fais tout ce que tu veux, mais c'est comme ce que j'expliquais. Les ressources, elles sont limitées dans le monde. Ça dépend de ce que tu l'as mis comme. Tu peux faire n'importe quoi, une IA. Tu sais, c'est débile. Une IA, c'est complètement con, hein. Ça fait ce qu'on lui demande. Donc, je, moi, j'y crois pas. Je trouve que c'est des trucs de. Mais c'est la bonne science-fiction, quoi. Mais. Ouais, Et après, si je me suis trompé, bah, ça m'intéresse pas de vivre dans ce monde-là, quoi. Je ouais, suis désolé, parce que ça va être chiant, hein. bah alors, justement, Jean-Louis, dernière question. Ton bouquin ou livre de science-fiction préféré? Sans aucune hésitation, 1984. Ok. Euh, et il est cool à lire, et les gens pensent, ouais, c'est un rapport avec la surveillance et tout, et ouais, t'as ça, mais c'est surtout une fantastique histoire d'amour dedans. Je suis un peu fleur bleue. Mais c'est un roman, j'en avais les larmes aux yeux la première fois que je l'ai terminé. C'est vraiment, c'est Ouais. super bien écrit, c'est magnifique et ça va. C'est pas un truc chiant où ça te fait toute une théorie sur la surveillance. C'est un beau roman. Et le deuxième, le nom anglais, c'est The Naked Sun Ouais. de Isaac Asimov. Ah ouais, d'accord. C'est pareil, on se dit ah, c'est Asimov, c'est des robots et tout. Non, c'est une enquête. C'est une enquête et c'est voilà, moi j'aime bien les polars et tout, mais c'est un peu un polar dans le Très futur bien. et tout. Donc c'est interplanétaire et tout. Bon, il y a un peu des robots, mais ça parle un peu de la collaboration aussi robot-humain.
voilà, mais c'est pareil, il y a aussi de l'histoire d'amour dedans, il y a aussi, encore Fleur Bleue, il y a Enquête, enfin voilà. Super Jean-Louis, merci beaucoup. Merci pour cette interview Jean-Louis, c'était un plaisir. On va suivre de très près ton actualité, ce que tu fais avec Gladia. Et je te dis à très bientôt. À bientôt, merci encore de m'avoir invité.